Le programme Esprit français va bientôt déménager. À partir du 1er janvier 2023, toutes mes interviews seront diffusées sur la nouvelle chaîne Esprit français NTT. Cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo afin de vous abonner, sans plus attendre. Je suis consciente que ce changement peut vous causer des inconvénients. La raison principale de ce changement est que notre chaîne NTT français a été démonétisée sur YouTube suite aux élections américaines en 2021. Nous ne touchons plus de revenus de vue. Je compte sur vous. Abonnez-vous sans plus attendre. Si vos amis regardent eux aussi NTT TV, pensez à leur partager le lien de notre nouvelle chaîne, qui est difficile à repérer étant donné qu'elle est toute nouvelle. Quand je travaillais dans une ferme de truites, eh bien, tout ce qu'on voulait, c'était grossir des truites. Et mon travail, quand j'ai commencé là-bas, c'était de ramasser les morts le matin et puis de mettre des pesticides dans l'eau. En fait, on fait ça vraiment régulièrement, à tel point que j'avais l'habitude de dire que mon métier, c'était même plus d'élever des poissons, c'était de réguler la quantité de maladies qui vivent sur les poissons. Si on va chez un aquaculteur pour acheter nos bébés truites, la plupart du temps, il va nous donner des tout femelles. Comment est-ce qu'ils obtiennent des truites toutes femelles? Eh bien, tenez-vous bien, ils se sont dit, on va prendre des femelles, on va leur donner des hormones masculinisantes. Les pisciculteurs dans les écloseries sont capables d'utiliser des femelles, des bébés femelles, de leur donner cette hormone et d'avoir des mâles, d'avoir des femelles qui développent du sperme. C'est ce qu'on appelle des néomâles. Des néomâles, ce sont des poissons qui sont génétiquement femelles, mais phénotypement, qui vont sembler être des mâles et qui vont produire du sperme. Quand vous allez dans votre étal au supermarché, dans 95% des cas, vous allez avoir des femelles, et ces femelles sont issues d'un père qui était en fait une mère. Bonjour Jonathan. Bonjour Ying. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci beaucoup, merci pour me recevoir. Je suis vraiment heureux de partager ce moment avec vous. Et merci aussi, vous avez accepté notre interview. Et vous êtes en Australie. Oui, c'est ça, je suis à Melbourne, dans le sud de l'Australie. Ça fait 10 ans que je vis ici. Ok. Et alors, vous élevez des milliers de truites dans votre jardin. Oui, alors je reproduis des truites dans mon jardin et je suis capable d'en éclore, c'est le terme. Je suis capable d'en éclore des milliers, oui, à partir de quelques géniteurs que je stocke, que j'ai dans mon jardin. Et ensuite, je suis capable d'offrir ces truites aux alentours, aux gens qui ont des bassins ou des étangs, des lacs et qui veulent faire grossir les truites chez eux. Donc, en plus de ça, en fait, vous faites sans produits chimiques avec peu d'argent. Oui, c'est exactement ça. Avec une technologie très low-tech, comme j'aime l'appeler. Puisque dans le passé, j'ai travaillé pour des grands groupes d'aquaculture et j'avais travaillé dans des écloseries où on reproduisait les truites. Et là, on utilisait du matériel vraiment à haute technicité, avec des filtres UV, avec des pompes, avec des systèmes assez compliqués. Et puis, l'utilisation de beaucoup de produits chimiques pour maintenir les poissons en vie, mais également pour maintenir les œufs de truite en vie. Et j'ai réussi à adapter ces techniques à un système à bas coût en termes de maintenance, en termes de mise en place, et puis surtout sans utiliser aucun produit chimique. Moi, j'ai travaillé en aquaculture, ça a été toujours ma passion. Avant ça, j'ai fait des études en paysagisme également. Donc, j'ai fait un BTS en aménagement paysager et puis un BTS et une licence en aquaculture avec un master en valorisation des produits de la mer. Et du coup, j'étais toujours extrêmement intéressé par la production des espèces aquatiques. Donc, c'est pas seulement les poissons, mais notamment les poissons. Mais quand je travaillais en aquaculture, j'étais un peu déçu du système qu'on utilisait. Vous savez, c'est de la monoculture. C'est la même chose quand on veut produire des plantes, quand on veut produire... Vous savez, tout ce qu'on achète dans le supermarché, la grande majorité, ça vient du système de monoculture. Donc, on a, par exemple, si on va acheter du maïs dans le magasin, ben, le maïs, il est grossi dans un champ, et il est cultivé, pardon, dans un champ.
Et dans ce champ, malheureusement, on n'utilise pas vraiment les interactions qu'il peut y avoir entre les différents organismes et les êtres vivants, comme il se passe naturellement dans une forêt où tous les êtres vivants vivent ensemble. Dans un champ, en fait, l'agriculteur, il va essayer d'éradiquer toutes les espèces, toutes sortes, toute forme de vie qui pourrait grandir dans le champ. Il va uniquement utiliser le champ comme substrat pour maintenir les racines de la plante. Même au niveau des nutriments, la plante utilise de moins en moins de nutriments dans le sol. C'est beaucoup le fermier qui va apporter des engrais, en fait, qui vont permettre à la plante de pousser. Et comme je disais, donc, toute bactérie qui va être naturellement dans le sol, tout insecte ou même les vers de terre, tout ça, le fermier, malheureusement, il va les tuer parce qu'il va utiliser des pesticides pour éviter les maladies, pour éviter la compétition avec d'autres espèces de plantes. Et du coup, on est vraiment sur un sol stérile. Quand je travaillais dans une ferme de truites, eh bien, tout ce qu'on voulait, c'était grossir des truites. Et mon travail, quand j'ai commencé là-bas, c'était de ramasser les morts le matin et puis de mettre des pesticides dans l'eau. C'est des pesticides assez puissants, comme du formol. Donc, c'est un produit très agressif. En fait, on fait ça vraiment régulièrement, à tel point que j'avais l'habitude de dire que mon métier, c'était même plus d'élever des poissons, c'était de réguler la quantité de maladies qui vivent sur les poissons. Donc voilà pourquoi j'ai souhaité m'orienter vers une autre voie. Le but de l'aquaponie, c'est d'utiliser les rejets des poissons, de les transformer, mais en fait, à l'issue de cette transformation, on va obtenir des nutriments. Donc c'est comme c'est la même qualité c'est une qualité bien supérieure, mais la même nature que les engrais que les agriculteurs vont mettre dans leurs champs. Sauf que là, ça va se faire naturellement à partir des déchets des poissons. On va utiliser un déchet, on va le recycler en nutriments pour nos plantes. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et ensuite, l'eau qui est purifiée, puisque les plantes vont en extraire les substances nutritives, qui sont nutritives pour les plantes, mais qui peuvent être toxiques pour les poissons. Donc les plantes vont absorber ces substances, elles vont purifier l'eau. L'eau va pouvoir retourner dans le bassin et les poissons vont pouvoir évoluer dans une eau pure, en fait. Enfin, pure ou en tout cas dans des paramètres qui sont tout à fait acceptables à leurs exigences. Sur ce schéma, on a le schéma classique d'un système aquaponique qui fonctionne par inondation et sécheresse successives. Donc, c'est composé de 4 éléments. On a en dessous, on a un bassin, vous voyez, ou un bassin avec des poissons dedans, un bac de culture de poissons. Et au-dessus de ce bac de culture, on a un autre bac de culture, mais celui-ci, c'est un bac de culture de plantes. À l'intérieur de ce bac de culture de plantes, on a un média, donc c'est de la roche volcanique. Et sur ce média, on a des plantes qui poussent. Alors là, j'en ai mis qu'une sur ce schéma pour illustrer, mais on voit bien les racines qui s'étendent dans ce bac, et les racines, elles s'étendent tout autour du média. Et ensuite, on a une pompe qui va monter l'eau depuis le bac à poissons, qui va monter l'eau jusqu'au bac de culture de plantes. Et là, les plantes, l'eau va être au contact de ce média, et sur ce média, on va avoir des bactéries. Et les bactéries, c'est vraiment la clé du système aquaponique. Les bactéries sont des créatures qui sont extrêmement petites, on ne peut pas les voir à l'œil nu, mais quand elles sont en grande densité, dans de très bonnes conditions, elles peuvent créer ce qu'on appelle des biofilms. Donc elles vivent toutes ensemble dans une sorte de gélatine. Et en fait, ces biofilms vont se développer sur tout le média qui est ici dans ce bac de culture. Dès que les rejets des poissons, les rejets des poissons, dès qu'ils vont être pompés par la pompe et ils vont être amenés sur ce bac de culture, les bactéries vont les manger. Mais en fait, les rejets des poissons, c'est composé d'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est toxique pour les poissons, donc on ne peut pas les laisser dans le bac. C'est pour ça que si on a un aquarium, on va devoir changer l'eau vous voyez, toutes les 3 semaines, on va devoir changer une partie de l'aquarium parce qu'en fait, il y a une accumulation d'ammoniac et de nitrite. Et ces 2 molécules sont très toxiques pour les poissons. Mais grâce à ces bactéries, on va pouvoir les transformer en nitrates. Et les nitrates, ça va être le rejet des bactéries, mais ça va être la source d'alimentation pour les plantes, comme je le décrivais précédemment. Donc les plantes vont grandir, et ensuite l'eau va passer à travers ce qu'on appelle un siphon-cloche. C'est-à-dire, c'est comme un système de chasse d'eau comme on a dans les toilettes, vous voyez. Et quand ce système s'enclenche, ça s'enclenche uniquement par gravité. Là, il n'y a pas de consommation d'électricité.
Quand ce système s'enclenche, eh bien, ça va redescendre toute l'eau chez les poissons. Donc, en fait, si on y réfléchit, dans le bac de culture où on a les plantes et les bactéries, dans ce bac, le niveau d'eau va monter entre le média. Donc, le média, c'est des roches. Il va monter entre les roches, c'est-à-dire la pompe est toujours en action, donc le niveau d'eau va monter. Et puis quand le siphon à cloche va s'enclencher, eh bien le niveau d'eau va descendre. Ce qui fait qu'on a une fluctuation du niveau d'eau à l'intérieur de ce bac de culture. Et ça va permettre à nos bactéries à la fois d'avoir accès à ces rejets de poissons, mais également avoir accès à l'air de l'atmosphère, donc permettre de respirer, puisque les bactéries que l'on veut utiliser ici, ce sont des bactéries qu'on appelle aérobiques, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'oxygène, elles ont besoin de respirer. Et les plantes également, beaucoup de plantes ne supportent pas d'avoir les racines dans l'eau 24 heures sur 24. Elles ont besoin de respirer également, les racines dans l'eau, enfin les racines des plantes. Et donc, le fait d'avoir le niveau d'eau dans le bac de culture qui baisse et qui monte, qui baisse, qui monte, eh bien, ça permet à chaque fois aux racines d'être au contact de l'air et de respirer également. Et chez vous, qu'est-ce que vous avez utilisé pour les poissons, pour les truites? Voilà. Eh bien, alors chez moi, alors je vais peut-être tourner un peu l'écran, pour commencer à vous présenter un peu le système que j'ai ici. Donc, normalement, le système aquaponique, c'est simplement... Voilà. Alors malheureusement, il semblerait que ce soit un peu zoomé, mon écran. Donc j'ai pas la capacité de vous montrer le système dans son intégralité. Je vais essayer de balayer un peu de la sorte. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un système aquaponique tel qu'ils sont utilisés à travers le monde. Donc c'est des bacs souvent en plastique. Et en fait, moi, j'ai adapté cette technique à ce que j'appelle une approche holistique. Donc là, vous voyez, on est sur ma terrasse, la terrasse de ma maison. Et en fait, à la place d'avoir des choses en plastique qui sont vraiment pas du tout... Excusez-moi, il y a on a une audience, on a une audience d'oiseaux aujourd'hui. À la place d'avoir des bacs en plastique qui sont pas du tout esthétiques, eh bien, j'ai utilisé mes compétences de paysagiste pour créer un système aquaponique qui soit complètement intégré dans le landscape, dans le paysage de mon jardin, si vous voulez. Donc là, vous avez devant vous un bassin qui fait 5 à 6 mètres cubes. Et donc là, ça descend à 1,80 m de profondeur. À l'intérieur de ce bassin, nous avons 7 espèces aquatiques, donc 6 espèces de poissons. On a de la truite arc-en-ciel. Donc la truite arc-en-ciel, c'est vraiment le poisson qui est consommé en France sur les étals de poissons. C'est souvent quand on consomme de la truite, c'est à 95%, 98%, c'est de la truite arc-en-ciel. Donc c'est une truite qui est, en fait, quand on regarde depuis le haut, comme ça, on ne la voit pas parce qu'elle est grise. Par contre, celles que l'on peut voir là, ce sont des golden trout, des truites golden. Donc c'est le même poisson que la truite arc-en-ciel, mais elle a été sélectionnée pour sa couleur. Et du coup, celle-ci, c'est bien parce que dans un bassin comme ça, on peut les voir. Donc d'un point de vue ornemental, c'est vraiment plaisant. Le désagrément de ce poisson, c'est que évidemment, vu sa couleur, dans le milieu naturel, il se fait manger tout de suite par les prédateurs, c'est-à-dire par les oiseaux ou par d'autres espèces de poissons quand ils sont plus jeunes. Et ensuite, j'ai des espèces locales, et puis j'ai également des espèces de crevettes d'eau douce à l'intérieur. Donc il y a tout un écosystème. Et il y a également des espèces de poissons qui sont vraiment petites. Et elles vont permettre de boucler l'écosystème, la chaîne alimentaire et de créer un écosystème vraiment dynamique. C'est-à-dire qu'on a des espèces de poissons qui sont très petites, qui font quelques centimètres. Alors, hop, je vais essayer de me mettre devant la caméra. Voilà, il faut à peu près cette taille-là à l'âge adulte. Et ces espèces, elles ont l'avantage de manger les larves de moustiques, puisque vous savez que si on laisse un bassin ornemental comme ça, sans poissons, ou en tout cas avec des gros poissons tels que ceux que j'ai aujourd'hui là, ceux-ci ne vont pas être intéressés par manger des insectes, enfin des petits insectes. Ils vont même pas pouvoir les chasser, c'est trop petit pour eux. Par contre, si on met des petits poissons, et notamment une espèce qui s'appelle le Gambusia, on l'appelle également le poisson moustique, puisque c'est un poisson mangeur de moustiques, et ce poisson, il va réguler
dès qu'il y a des moustiques qui vont essayer de pondre dans le bassin, ils vont les manger. Et donc, on va pas avoir de développement de moustiques. Et ça, c'est vraiment un problème qu'on a normalement quand on a des pièces d'eau, des pièces ornementales d'eau. Souvent, on a des développements de moustiques. C'est vraiment un problème. C'est pourquoi beaucoup de personnes mettent de l'eau de javel dans l'eau ou des choses comme ça. Et bon, évidemment, c'est pas souhaitable si on souhaite recréer un environnement naturel, mais pas en utilisant des espèces qui sont vraiment adaptées à manger les moustiques. Eh bien, on arrive à, d'une part, avoir quelque chose d'intéressant, puisque c'est des petits poissons en plus qui sont dans le bassin, c'est toujours intéressant de les voir, mais d'autre part, ces poissons deviennent une source d'alimentation pour les truites. Ce qui fait que les truites qui sont là, elles ont gardé leur comportement naturel, elles chassent en fait, elles sont encore prédatrices. En aquaculture, les truites, elles sont nourries uniquement avec des granulés. Ici, je leur donne des granulés, mais elles ont également la chance de pouvoir chasser naturellement. Dans ce bassin, j'ai mis en place des techniques qui sont vraiment uniques, qu'on ne retrouve pas dans les systèmes d'aquaponie naturels, puisque là, on est vraiment, enfin, moi, j'ai essayé de recréer un biotope naturel avec des zones de mangroves, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais détailler par la suite, qui est vraiment particulier. Mais ensuite, nous avons à l'arrière de ce bassin, nous avons deux bacs de culture. Donc là, vous voyez un bac de culture. Donc dans ce bac-là, nous avons toutes nos plantes qui poussent. Et ça, c'est lié au bassin grâce à une petite pompe. C'est le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Simplement, c'est fait d'une manière plus naturelle, disons, avec des bassins et des bacs de culture qui ressemblent tout à fait à un jardin ordinaire. Ça ressemble à un jardin ordinaire, mais avec la technicité de l'aquaponie. Et là, ce que j'ai dans les mains, ce que j'essaye de vous présenter là, c'est mon média. Alors, quand je parle de média, ça peut paraître complètement vague pour les gens qui sont pas familiers avec l'aquaponie ou ce genre de culture. En fait, c'est simplement un support pour nos bactéries. C'est-à-dire que les bactéries, elles ont besoin de plusieurs paramètres. Elles ont besoin d'alimentation, elles ont besoin d'une température adaptée, elles ont besoin d'humidité, mais elles ont besoin également d'un support pour vivre dessus. Et ces roches-là que j'ai dans la main, ce sont des roches volcaniques. Donc elles ont une particularité, c'est qu'elles sont poreuses. Et en étant poreuses, elles offrent une surface à l'extérieur pour nos bactéries, mais les bactéries peuvent également vivre à l'intérieur. Puisqu'à l'intérieur, c'est plein de petites cavités qui se rejoignent les unes aux autres, donc ça fait comme des petites grottes. Donc les bactéries sont capables de vivre sur ces roches. Ces roches sont placées à l'intérieur de ce bac de culture. Et ensuite, c'est un nid. C'est ce qu'on appelle un bioreactor. Donc, c'est vraiment un réacteur biologique. Et donc, dès que les rejets des poissons vont arriver, ces bactéries vont les consommer et vont rejeter du nitrate qui est la consommation principale, enfin l'aliment principal de ces plantes. Donc les plantes ont besoin en général NPK, on dit les éléments principaux, donc nitrate, phosphore et potassium. Et nitrate, c'est vraiment le principal. Et ces plantes se font un plaisir de grossir. Donc ces plantes, ce sont là, on a principalement des côtes de bêtes aujourd'hui. On a un peu de céleri, on a quelques fraises, on a un peu d'origan, on a un peu de végétaux verts. Dans le passé, je faisais beaucoup de... Excusez-moi, je vais essayer de retourner là-bas. Voilà. Dans le passé, je faisais beaucoup de tomates, choses comme ça. Mais malheureusement, avec la configuration de ce système aquaponique particulier, il y a pas assez de lumière qui va sur nos bacs de culture. Il y en a quand même, mais pas assez. Donc l'année dernière, j'avais fait de la tomate, mais je me suis dit que c'était mieux cette année de rester sur des végétaux à feuilles qui demandent moins de soleil pour mûrir. En gros, c'est-à-dire pour faire ce écosystème Oui. de aquaponie, c'est oui. ça, aquaponie. Oui. C'est-à-dire il faut avoir des plantes, des variétés de plantes, oui. Et avec des pierres, des rochers, vous avez dit tout à l'heure. Oui. Et aussi avec le bassin qui peut mettre l'eau dedans. Voilà, c'est ça. Et les plantes, c'est au-dessus, c'est-à-dire on laisse la racine tremper dans l'eau. Voilà. C'est ça ou pas? C'est exactement juste. Oui, c'est juste, c'est exactement ça, ouais. Si vous voulez, je peux remettre le schéma, ou est-ce que vous souhaitez que je remette le schéma pour expliquer un peu? Pour on va juste dire des éléments indispensables pour créer ce écosystème, pour que les gens puissent
démarrer, si les gens qui veulent faire ça, Ouais. dans un jardin, tout à l'heure, vous dites chez vous, le jardin, c'est 15, à peu près 15 mètres carrés. Oui. Ce bassin, c'est à peu près 5 mètres cubes. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste. Et la profondeur, c'est combien? La profondeur ici, c'est 1,80 m. Mais c'est pas. En fait, moi, c'est ce que j'ai mis en place aujourd'hui ici. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'exigence particulière. Ça peut être beaucoup moins, vous voyez. Le plus profond, le mieux c'est pour réguler les écarts de température, puisqu'en profondeur, la température est relativement stable, vous voyez. Alors que donc ça permet d'éviter les écarts, puisque moi j'habite à Melbourne et ici on a en hiver on peut avoir que des températures négatives et en été on est à plus de 40 degrés, vous voyez. On a quelques jours à plus de 40 degrés. Donc les poissons, selon les espèces que vous élevez, certaines espèces n'apprécient pas ces écarts de température. Ok, c'est-à-dire en France, par exemple, maintenant c'est l'hiver. Ouais. Si on veut démarrer ça avec le 0 degré, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est possible. C'est juste que il faut juste adapter les espèces. Bon, en France, c'est pas trop un problème. La plupart des espèces de poissons qui sont disponibles en France vont passer l'hiver sans grand problème. Mais ici, on a des poissons qui n'aiment pas trop les températures trop faibles. Les poissons qui sont, vous voyez, enfin les poissons que je vous ai présentés, c'est ce qu'on appelle des poissons d'eau froide. Donc tout ce qui est salmonidé, il n'y a pas de souci avec les températures basses. Par contre, eux, ils n'aiment pas les températures hautes. Vous voyez. Donc là, on est en printemps en Australie. On va se rapprocher de l'été. Et en été, il faut pas que la température elle dépasse les 25 degrés. Après 25 degrés, elles ont vraiment du mal, les truites, à survivre. Donc là, avec un bassin profond, on arrive à maintenir une eau vraiment fraîche. Et puis également, avec une bonne oxygénation, les truites sont capables de passer l'été sans problème. Donc, pour revenir aux 4 éléments qui sont vraiment cruciaux en termes de technique, on a un bassin, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, on a un bac de culture. Troisième élément, on a une pompe à eau. Et quatrième élément, on a ce qu'on appelle un siphon à cloche. Donc c'est un système de chasse d'eau qui va permettre de retourner l'eau dans le bassin. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'eau à l'intérieur du bac de culture, là où on a nos plantes, entre les roches que je vous ai montré tout à l'heure, vous comprenez, quand on met des roches ensemble dans un seau ou dans un bac, il y a de l'espace entre ces roches. C'est pas tout plein de roches, puisque les roches, elles vont se toucher à certains angles, mais entre, il y a des interstices. Eh bien, ces interstices, ils vont se remplir d'eau, mais il faut également que quand le siphon à cloche s'enclenche, il faut que l'eau s'évacue. Puisque les bactéries ont besoin de respirer, et les racines des plantes ont également besoin de respirer. Donc, dans les interstices entre ces roches, l'eau va monter et descendre. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 éléments qui sont indispensables. Et donc, à l'intérieur de ce bac de culture, on va mettre un média. Donc, ce que j'appelle le média, ce sont ces roches volcaniques. Mais certaines personnes utilisent des billes d'argile qu'on voit également en jardinage classique. Les billes d'argile, elles vont avoir la même fonction que ces roches volcaniques. Elles sont juste rondes, donc elles sont un peu plus esthétiques peut-être, mais elles sont par contre beaucoup plus chères. Et puis ensuite on va planter. Alors là, les plantes, elles ont tout ce qu'il faut pour pousser, puisque elles ont de l'eau à profusion, donc elles ont autant d'eau qu'elles veulent. Elles ont tous les nutriments dont elles ont besoin. Et puis, donc, il n'y a pas besoin de les arroser. Vous voyez, ce système, il est complètement autonome. Il n'y a pas besoin d'arroser les plantes. Les plantes, elles ont toujours de l'eau. Vous pouvez partir en vacances. Il n'y a pas de souci. La seule chose qu'il faut faire de temps en temps, c'est nourrir les poissons. Alors là, on va leur donner des granulés d'aquaculture parce que c'est vraiment quelque chose de très pratique, pardon. Très pratique, puisqu'on les a, c'est comme si on donne à manger à son chat, si vous voulez, c'est comme des croquettes qu'on va donner. C'est sec, ça se garde sans problème. Mais si vous partez en vacances, il n'y a aucun souci non plus, puisque les poissons, dans leur environnement naturel, ils peuvent rester des mois sans manger. S'ils ne trouvent pas de proie, il y a pas de problème. Donc la plupart du temps, ça se fait en hiver. En hiver, il y a beaucoup d'espèces de poissons qui vont manger beaucoup moins. Si vous avez un jardin, collectez les espèces nuisibles que vous pouvez trouver dans votre jardin, que ce soit des chenilles, que ce soit des escargots. Les escargots, vous les écrasez, vous les donnez, elles adorent ça, les truites. Que ce soit des vers de terre, des choses comme ça, vous voyez, vous pouvez nourrir vos poissons avec des espèces, avec peu importe ce que vous trouvez. Même si vous mangez, vous avez de la viande, vous avez des restes,
Bon, en général, aujourd'hui, de nos jours, en France, dans le monde, quand on a de la viande, on essaye de pas la jeter, hein, ça c'est évident. Mais si vous avez des restes, les truites vont les manger, ça, y a pas de souci, quoi. Mhm. Et vous dites avant, quand vous faites votre métier, justement aussi pour élever des poissons en grande échelle, Oui, et vous mettez beaucoup des produits chimiques pour malheureusement. nettoyer l'eau, c'est ça, hein, pour Ben, en fait, c'est nettoyer. parce que, si vous voulez, les poissons en aquaculture, ils sont élevés dans des densités, donc dans des, je sais pas si le terme densité vous parle, mais je veux dire avec des populations très importantes, dans des faibles volumes. Et en fait, faut bien se dire que l'aquaculture, c'est un business, et le but de l'aquaculteur, c'est de produire le plus de poissons possible dans le volume qu'il a. C'est-à-dire que l'aquaculteur, il va avoir, on va dire, 20 bassins. Et dans ces 20 bassins, ce qu'il veut, c'est produire le plus de truites possible, puisque le plus il produit, le plus il va pouvoir se rémunérer, le plus il va pouvoir vendre, et le plus il va pouvoir se rémunérer. Donc malheureusement, le système fait que financièrement, l'aquaculteur va être poussé, va être enclin à avoir de plus en plus, de poissons possibles. Et quelle est la limite? La limite, en fait, c'est entre avoir trop de poissons et tous les poissons meurent parce qu'ils sont vraiment des qualités extrêmes. C'est juste avant ça, en fait. Alors après, ça dépend des aquaculteurs, hein, chacun, ils ont tous un peu leur philosophie, mais bon, ils ont tous une réalité économique derrière. Et moi, quand je travaillais en aquaculture, je voyais les poissons avec des nageoires très abîmées, avec des niveaux de stress. Vous voyez, le mucus. Le mucus, c'est une substance qui est à la surface du poisson. C'est une substance un peu gluante qui leur permet de glisser dans l'eau, mais c'est également une substance qui est une barrière contre les maladies, en fait. Et le mucus, à force d'être trop nombreux, de se frotter et puis de se frotter contre les parois des bassins, ben il est abîmé. Donc tout ça, c'est des éléments qui réduisent la capacité du poisson à repousser les maladies. Donc ce sont des barrières contre les maladies, le mucus et puis le niveau de bien-être du poisson. Si on diminue ces niveaux, en fait, on va réduire les barrières contre les maladies et le poisson va être sujet à toute maladie qui puisse passer. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a beaucoup de parasites sur les poissons. On a beaucoup de parasites. Ça peut être des petits crustacés, mais ça peut même être des attaques bactériennes. Et c'est pourquoi, en fait, beaucoup d'aquaculteurs doivent utiliser ces pesticides pour réguler ces maladies qui poussent sur les poissons. En fait, si vous voulez, la grosse différence par rapport à ces systèmes de production intensifs et l'aquaponie, c'est qu'en aquaponie, on ne va pas utiliser de pesticides, parce que si on utilise un pesticide, peu importe lequel, on va tuer nos bactéries. Hein, puisque si on utilise des pesticides, la plupart du temps, c'est des substances qui sont assez costauds, assez puissantes. Les bactéries sont de très très faibles, très très petites créatures, si vous voulez, ou oui, créatures, très petites créatures, et elles ne seraient pas capables d'encaisser les pesticides. D'ailleurs, la plupart des pesticides, vous voyez, dans les pesticides, on a les antibiotiques, c'est-à-dire contre les bactéries, vous voyez. Donc, si on met ça dans le bassin, eh bien, ça va aller dans notre système de culture, ça va tuer toutes nos bactéries, et du coup, ça va casser ce cycle qu'on a de transformation du rejet du poisson en nutriments pour les poissons. Et si on casse ça, si on tue ces bactéries, eh bien, la toxicité va augmenter dans le bassin, les poissons vont mourir. Donc on ne peut pas se permettre d'utiliser ce genre de matériel, de substances dans nos systèmes. Et du coup, la solution, et ça fait, pour moi, ça fait tellement sens, si vous voulez, c'est tellement évident. La solution, c'est de ne pas stresser les poissons, de les mettre dans un environnement où ils vont se sentir bien, où ils vont être complètement... oui, ils vont se sentir comme dans la nature, si vous voulez. Donc, il n'y en a plus cette pression des maladies. Vous voyez, et c'est ça, en fait. C'est simplement décaler la limite. Vous voyez, en aquaculture intensive, on est vraiment très proche de la limite de rupture. Alors qu'en aquaponie, on va de l'autre côté. On est vraiment dans la limite de bien-être. On est vraiment dans le bien-être. On cherche vraiment à recréer un environnement où les poissons vont évoluer dans des conditions qui sont presque naturelles. Donc vous pouvez même sentir les poissons sont stressés, c'est impressionnant. Ah oui, tout à fait. Eh bien, ça se voit, hein. Un poisson qui est stressé, il a un comportement qui est complètement différent. Des fois, la couleur va changer, la couleur du poisson peut changer. Et puis après, on voit aussi ça peut affecter les bronchies.
et puis les huiles, et puis ça peut affecter le mucus du poisson. Donc c'est tout des signes et des signaux que les aquaculteurs peuvent détecter. Et par rapport justement tout à l'heure le système, les plantes que vous avez utilisées, est-ce que ces tout types de plantes sont OK ou Oui, c'est une bonne question, Ying. C'est une bonne question parce que il y a des plantes qui n'apprécient pas d'avoir de l'humidité auprès des racines. Hein. Donc là, en fait, il faut vraiment comprendre que dans ce système aquaponique, dans ce système aquaponique que je vous ai présenté, le point crucial, c'est d'avoir l'eau qui monte et qui descend. Comme ça, il y a une bonne aération des racines. Mais celui qui ferait un système aquaponique, qui le design, qui le conçoit mal, il peut avoir des endroits où l'eau va stagner. Et quand l'eau va stagner, là, on va passer sur d'autres systèmes qui sont anaérobies, donc où on n'a plus les bactéries qu'on veut. On a d'autres types de bactéries qui arrivent. Et ça peut être complètement, comment dire, une barrière ou des conditions qui sont pas du tout compatibles avec certaines plantes. Donc toutes les plantes qu'on a dans nos jardins, la plupart des plantes qu'on a dans nos jardins, elles n'acceptent pas des environnements où l'eau est stagnante. C'est-à-dire que leurs racines ont besoin de respirer, simplement. Donc si vous concevez votre système aquaponique proprement, vous pouvez cultiver toutes les plantes qui se cultivent en jardin, avec des particularités quand même, puisqu'on a des plantes telles que la pomme de terre, qui sont des tubercules qui grossissent dans l'eau, pardon, pas dans l'eau, dans la terre, dans le sol. Et en fait, ils ont besoin d'espace pour pouvoir grossir. Hein. Et comme on a notre média qui est une roche, souvent quand on essaye de faire grossir ce type de légumes, donc je parle de la pomme de terre, je parle de la carotte, toutes les cultures qui se font vraiment dans la terre, eh bien celles-ci, elles vont prendre des formes qui sont toutes biscornues parce qu'elles vont s'adapter aux médias. Et du coup, je le conseille pas parce qu'après c'est très difficile d'exploiter la récolte. Vous voyez, après il faut éplucher avec des formes. C'est pas normalement on aime même dans les jardins, c'est pas tous les jardins on aime c'est des jardins très aérés avec des sols sableux pour ce genre de culture puisque ça donne vraiment l'espace au végétal de se développer et puis d'avoir des formes tout à fait utilisables par la suite. Mais à part ce genre de culture, enfin de légumes qui sont assez particuliers, tout ce qui est légumes aériens, donc tomates, poivrons, aubergines, ce genre de choses, il y a pas de souci, ça pousse très bien. Même la betterave rouge. La betterave rouge, en fait, ça va faire un bulbe, mais le bulbe, il est souvent juste à la limite, à l'interface sol et air. Et du coup, là, elle va pouvoir se développer, il n'y a pas de souci, quoi. C'est juste les tubercules qui se développent à l'intérieur du sol, qui sont pas conseillés. Des fois, il y a des personnes qui essayent de faire le système, mais elles oublient de mettre ce siphon à cloche. Et sans le siphon à cloche, on va avoir l'eau qui va prendre qui est le chemin le plus facile pour l'eau, si vous voulez. Et en fait, l'eau, elle va faire juste un petit ruisseau dans le bac de culture. Elle va pas se répartir partout. Et il y a des endroits du bac de culture où l'eau va rester là, elle va être bloquée, elle va être stagnante. Et au bout d'un moment, elle va perdre son oxygène. Et c'est là qu'on va avoir des problèmes parce qu'après, au lieu d'être dans des systèmes aérobiques, on va être anaérobique, donc on va avoir des systèmes de fermentation. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pas. C'est vraiment l'opposé de ce qu'on veut, en fait. Ok. Et on n'a pas besoin d'électricité. Le siphon, il marche tout seul. Il marche par gravité, mais on a besoin seulement d'électricité pour la pompe. On a une petite pompe à eau. Et cette pompe à eau, il nous faut de l'électricité. Et c'est pour ça aussi, et c'est une erreur qu'on voit très souvent, on voit des personnes qui font des systèmes avec des énormes pompes. Malheureusement, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse pompe. Moi, mon système, il marche uniquement avec 40 watts, ce qui est la moitié de la consommation d'une ampoule, si vous voulez. Donc c'est vraiment très faible hein, en consommation d'électricité. Ok. Et l'eau, vous changez de temps en temps? Non, l'eau, on ne la change pas. Enfin, pardon. Alors, vraiment, le côté vraiment très avantageux d'avoir un système aquaponique chez soi, c'est pas simplement d'utiliser ce système pour cultiver des plantes et des poissons, mais c'est également de pouvoir utiliser cette eau qui est extrêmement nutritive pour le reste du jardin. Quand j'utilise de l'eau de mon système aquaponique, je vais utiliser l'eau, mais dans l'eau, je vais avoir toutes les substances nutritives et je vais pouvoir utiliser ces substances pour arroser mes plantes ornementales, pour arroser mon jardin et pour arroser tous mes arbres, enfin les arbres quand ils en ont besoin.
Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et quand je fais ça, du coup, je réduis le niveau d'eau dans mon système aquaponique quand je vais utiliser l'eau pour mon jardin. Et par conséquent, je vais ajouter de la nouvelle eau. Et cette nouvelle eau, c'est de l'eau de pluie que je récupère des toits. Je récupère l'eau de pluie dans un, comment on appelle ça, dans un réservoir. Ce réservoir, il est lié à mon système aquaponique. J'ai juste un robinet à ouvrir et hop, l'eau va venir et elle va venir faire ce qu'on appelle un top-up, c'est-à-dire réguler. Enfin, si j'utilise de l'eau pour mon jardin, je vais du coup baisser le niveau dans mon système aquaponique, dans mon bassin, et hop, je vais juste rajouter de l'eau de pluie pour arriver à mon niveau d'eau initial. Donc on va jamais jeter d'eau, ça jamais on jette d'eau. Mais parfois, on va utiliser de cette eau, puisqu'elle est très nutritive, très intéressante. Et on va juste faire l'appoint avec de l'eau de pluie. Et une autre chose que je trouve intéressant de partager aujourd'hui, c'est que à l'arrière de ces systèmes de ces bacs de culture, j'ai mis en place des bacs à décantation. Donc c'est simplement des tonneaux. Et il n'y a pas d'énergie qui est nécessaire pour ça. C'est simplement des tonneaux où l'eau arrive dedans. Elle arrive par un point, elle sort par un autre point. Et en fait, à l'intérieur, il y a un petit courant qui se forme, simplement avec l'énergie cinétique de l'eau qui arrive dans ce tonneau. Et là, à l'intérieur, ça va permettre aux particules de décanter. Donc, pas juste par rapport au poids. En fait, les particules qu'il pourrait y avoir dans l'eau, les grosses particules, elles vont juste descendre et elles vont se retrouver au-dessous au fond du tonneau. Et au fond du tonneau, j'ai une valve et je peux connecter un tuyau également. Et ça, je vais pouvoir l'emmener vers mes arbres aussi. Alors, quand j'ouvre ça va créer une substance noire. C'est une sorte de boue, mais c'est une boue qui est extrêmement riche en nutriments. Et ça, c'est ce que j'appelle l'or noir. J'utilise ça pour mettre au pied de mes tomates ou au pied des arbres qui produisent vraiment, qui poussent vraiment très fort. Parce que là, c'est extrêmement nutritif. Ça me permet, vous voyez, d'avoir un engrais gratuit et qui est complètement biologique. Et tout à l'heure, justement, vous dites l'eau, vous récupérez l'eau de la pluie, mais est-ce que l'eau de robinet, ça va aller ou pas? Oui, alors effectivement, l'eau de pluie, c'est mieux dans le sens où elle est relativement pure. L'eau de pluie, elle est faible en minéraux, mais au moins, il n'y a pas de chlorine, de chlore à l'intérieur. Hein, puisque dans l'eau du robinet, très souvent, il y a du chlore et puis des fois, il y a des phosphates aussi. Alors, si on veut utiliser l'eau du robinet, on peut tout à fait le faire. Simplement, il va pas falloir mettre plus de 10%, renouveler plus de 10% de l'eau. C'est-à-dire, quand on utilise l'eau pour notre jardin, il va falloir descendre le niveau du bassin, pas plus de 10% du volume total. Parce que comme ça, quand on va rajouter l'eau du robinet dedans, cette eau qui a un peu de chlore, qui pourrait être un peu agressif pour nos bactéries, elle va être diluée dans le volume du bassin et du coup, ça va plus avoir d'effet sur nos bactéries. Et puis, après 48 heures, le chlore va s'évaporer, donc il y aura plus de soucis. Pour ceux qui ont vraiment envie de débuter, c'est d'acheter ce qu'on appelle un IBC. Donc c'est des initiaux anglais, ça s'appelle Intermediate Bulk Container. C'est des cages de stockage de substances qui sont utilisées, qui peuvent être utilisées dans l'agroalimentaire pour des produits qui sont ce qu'on appelle food grade en anglais, c'est-à-dire qui sont adaptés à la consommation humaine. Donc c'est des substances qui sont tout à fait bénignes comestibles, disons. Mais vous pouvez trouver les mêmes qui sont utilisés pour de la mécanique, pour du stockage de produits chimiques. Donc il faut faire très attention à ce qu'il y avait dedans avant, à ne pas utiliser un produit dangereux. Enfin, parce que là, ce que je vous parle en fait, c'est simplement un support, un bassin en plastique, un bac en plastique qu'on va pouvoir couper pour créer un bassin pour les poissons et un bac de culture. Et on va les mettre l'un au-dessus de l'autre. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo. Je vais vous montrer une photo d'un des premiers systèmes aquaponiques que j'ai créé quand je commençais. En fait, ça a été fait à partir d'un IBC. Alors, pour ceux qui nous regardent, allez voir sur Internet IBC. C'est vraiment des bacs et on peut le couper en deux et on peut faire un système aquaponique. On peut utiliser le bas pour faire un bassin et le haut pour faire le bac de culture.
Et après, à partir de là, on a juste à acheter une petite pompe. Donc, si on fait à partir d'un IBC, une petite pompe de 1000 litres par heure, ça va suffire. Donc là, on va être sur une pompe qui va faire une vingtaine ou une trentaine de watts, ce qui est vraiment faible. C'est-à-dire même pour les gens en ville, ils peuvent le faire? Tout à fait, tout à fait. Si on a une petite terrasse, eh bien, on peut mettre un petit système comme ça dessus. Alors, il faut pas s'attendre à des productions incroyables là-dessus, mais on peut produire un peu de légumes. On va produire des tomates et des laitues. Et puis dans le bac de poissons, on peut soit mettre des poissons rouges si on veut pas consommer les poissons, puisque les poissons rouges c'est tout à fait c'est joli quoi. Hein. On peut mettre des poissons rouges dedans, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. Ou alors vous pouvez mettre des espèces qui se consomment. Vous pouvez mettre des carpes. Moi je parle des espèces qui sont vraiment simples pour les débutants. Hein. Donc des carpes, des tanches, des choses comme ça, et ça va bien fonctionner. Donc en fait, quand on nourrit nos poissons, on va leur donner de l'aliment. Donc ça peut être ce que l'on décrivait tout à l'heure, ça peut être des petites croquettes, ou ça peut être même des éléments vivants, ça peut être des vers de terre, des choses comme ça. Mais toujours est-il que le poisson, il va relâcher dans l'eau, il va relâcher de l'ammoniac. Et là, on a une bactérie qui va manger cet ammoniac et qui va relâcher des nitrites. Et ensuite, il y a une autre type de bactérie qui va manger les nitrites et qui va relâcher les nitrates. Donc voilà, donc là en fait je viens d'énoncer 3 molécules, ammoniac, nitrite et nitrate. Ces 3 molécules-là, il faut pouvoir les mesurer dans l'eau, il faut pouvoir mesurer leur concentration. Ce qu'on souhaite voir, c'est l'ammoniac 0, les nitrites 0 et les nitrates, un petit peu de nitrate puisque c'est les nutriments pour les poissons. Et il y a une partie dans justement votre vidéo, là j'ai vu sur YouTube, oui. Ça m'a paru impressionnant, c'est que vous avez, comment dire, vous avez fait la reproduction vous-même, c'est-à-dire vous faites manuellement, vous avez récupéré le sperme et l'ovule, et après vous avez mélangé les deux, et après incubé, on dit? Oui, exactement, c'est exactement ça. Oui, alors. Et ça, c'est faisable, ça, c'est réalisable. Oui, bah alors bon, je vais être très franc. C'est pas pour commencer. Quand on commence dans l'aquaponie, tout ce qu'on cherche à faire, c'est acheter des petits poissons et les nourrir jusqu'à ce qu'ils arrivent à une grande taille pour qu'on puisse les consommer. Ce qu'on appelle la taille, enfin en anglais on appelle ça plate size, which is qui veut dire la taille de l'assiette en fait, la taille consommable, Et excusez-moi. Et oui, donc en plus l'aquaponie ça produit presque 10 fois plus, jusqu'à 10 fois plus de légumes que de poissons. Donc normalement on va produire des poissons, mais le but, la grande quantité, ça va être également beaucoup de végétaux, beaucoup de légumes. Mais il faut savoir que la truite arc-en-ciel c'est un poisson où il y a comme beaucoup d'espèces de poissons, il y a une fécondation externe. Il n'y a pas vraiment d'accouplement interne. Il n'y a pas d'acte sexuel, si vous voulez. Les poissons, normalement, dans l'environnement naturel, la femelle, elle va vibrer vers le mâle. Ils vont vibrer ensemble et ils vont les deux lâcher leurs gamètes, leurs gamètes reproductrices. Donc, la femelle va relâcher ce qu'on appelle des oocytes. C'est le step juste avant, enfin, c'est l'étape juste avant de devenir des ovules. Et le mâle va relâcher son sperme. Et il va y avoir fécondation dans l'eau. Simplement, ça se fait dans des rivières, dans des conditions vraiment particulières, même pas dans toutes les rivières, dans des rivières où il y a des zones avec un substrat graveleux. Il faut qu'il y ait des graviers, qu'il y ait juste la bonne granulométrie pour que les œufs puissent venir se cacher, tomber entre en fait, et être protégés comme ça. Donc ça, c'est vraiment des conditions extrêmement particulières. Et si vous avez des truites dans des bassins ou dans des lacs, très souvent, ces truites, elles sont incapables de se reproduire, en fait. Et d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'on fait la reproduction nous-mêmes. On utilise, c'est ce qu'on appelle stripping en anglais, stripping, c'est-à-dire on va faire un massage sur la truite de manière à expulser les ovocytes, et expulser le sperme, et ensuite les mélanger, ensuite ajouter l'eau. Là, il va y avoir la réaction qui va se faire, la fertilisation, la fécondation, pardon, où le sperme va pénétrer l'ovule, et ensuite le chrono commence. En fait, si vous voulez, le problème avec les truites, quand on veut féconder, quand on veut reproduire des truites dans son jardin, une truite, ça va reproduire un kilo de truite
comment dire, de truites géniteurs, ça fait entre 1500 et 2000 œufs par kilo de truite. Vous voyez? Wow, Ouais. 1500. Ouais. Et du coup, si vous avez des truites qui font déjà 2 kilos, vous allez déjà jusqu'à 4000 œufs, vous voyez, pour une truite. Pour une truite. Donc, si vous avez une cinquantaine de truites dans votre jardin et qu'elles ont toutes des œufs, vous avez des milliers, des milliers, des milliers d'œufs, vous voyez. Alors, il y a une partie qu'on va utiliser pour la reproduction, et une partie qu'on va consommer, parce que les œufs de truite, ça se mange, c'est du caviar. Enfin, c'est pas le caviar d'esturgeon, mais du caviar de truite, c'est très très bon. On met ça sur un toast, vous voyez, sur un pain grillé, un peu de beurre, et puis les œufs de truite, et c'est magnifique, c'est vraiment très très bon. Bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est que pour nous, le challenge, quand on a en aquaponie et qu'on veut avoir des géniteurs, donc des animaux qui sont en âge de se reproduire, c'est qu'il va nous falloir du stock qui soit mâle et femelle. Hein, il nous faut des mâles et des femelles pour les reproduire. Mais si on va chez un aquaculteur pour acheter nos bébés truites, la plupart du temps, il va nous donner des tout femelles. Et la raison pour laquelle il travaille avec des tout femelles, c'est parce que la femelle, elle ne mature qu'à 2 ans. Le mâle, il mature à 1 an. Donc, je parle de la maturation sexuelle. Ce qui veut dire qu'en fait, le mâle, à partir de sa première année, à la fin de sa première année, il va commencer à produire du sperme. Et quand il produit du sperme, malheureusement, il ne met pas son énergie à produire des muscles, vous voyez, à produire du poisson. Il va mettre tout dans les gamètes, et en fait, le sperme, nous, on va pas le manger, évidemment. Donc, c'est une perte pour l'aquaculteur. Donc, il préfère avoir des femelles parce que la femelle, elle va grossir de la même façon pendant les premiers mois, mais ensuite, elle ne va pas développer des ovocytes, elle ne va pas développer sa partie sexuelle. Et en fait, pendant la première année, elle va grossir énormément plus que le mâle et elle va pousser ça jusqu'à ses 2 ans. À partir de 2 ans, là, elle va commencer à faire des ovules. Et, enfin, des ovocytes, quoi. Et du coup, tous les aquaculteurs se disent, il n'y a aucun intérêt pour moi de faire du mâle, parce que si je fais du mâle, enfin des truites mâles, je vais perdre en croissance. Donc ils se sont dit, il me faut des truites femelles. Et la plupart du temps, vous allez chez les aquaculteurs, vous allez avoir que des femelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'ils obtiennent ces femelles? Comment est-ce qu'ils obtiennent des truites toutes femelles? Si on parle de l'industrie des poules, ils veulent avoir que des femelles également. Bon, pour des raisons différentes, mais ils veulent avoir que des femelles. Et là, les poussins, ils sont triés par machine, parfois. Enfin, voilà, ils sont triés, et les mâles, ils les tuent. Bon, pour les truites, c'est différent. Pour les truites, ils se sont dit, pour avoir un mâle, en fait, un mâle, c'est quoi? Un mâle, c'est, au niveau génétique, c'est comme pour les hommes, c'est X et Y, les chromosomes, hein. Chromosomes sexuels. On a un X et un Y. Alors qu'une femme, une femelle, elle a X et X. Donc, ce qu'il nous faudrait, ce qui donne le sexe à la descendance, en fait, c'est le sperme du mâle. Puisque le sperme du mâle, il y en a un des deux qui va être sélectionné pour faire le sexe du bébé. En fait, un bébé, c'est un chromosome de la mère, un chromosome du père qui sont mis ensemble. Et si on a pris le X du père, on va avoir une femelle. Si on a pris le Y du père, on va faire un mâle. Ils se sont dit, il faudrait qu'on ait du mâle qui soit que X. Pardon, excusez-moi. Il faudrait qu'on ait du sperme de mâle qui ne soit que X. Il n'y ait pas de Y dans ce sperme. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir ce sperme? Un sperme qui n'est pas de Y, qui n'est que de X. Eh bien, tenez-vous bien, asseyez-vous bien, ne tombez pas de votre chaise. Ils se sont dit, on va prendre des femelles, on va leur donner des hormones masculinisantes. Et ces femelles, elles vont avoir un génotype, des gènes femelles, mais elles vont développer un phénotype, c'est-à-dire une apparence, des organes masculins. Et en fait, en faisant ça, donc c'est une molécule qu'on appelle la méthyltestostérone. En utilisant cette molécule, les pisciculteurs dans les écloseries sont capables d'utiliser des femelles, des bébés femelles, de leur donner cette hormone et d'avoir des mâles, d'avoir des femelles qui développent des testicules, d'avoir des femelles qui développent du sperme. C'est ce qu'on appelle des néomâles. Des néomâles, ce sont des poissons qui sont génétiquement femelles, mais phénotypement, qui vont sembler être des mâles et qui vont produire du sperme. Et le sperme de ces femelles sera 100% X. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent ce sperme-là, ils le croisent, enfin, ils le fécondent, ils utilisent ce sperme-là pour féconder des femelles normales. Et la descendance, c'est 100% femelle.
Alors, le problème, c'est qu'en faisant ça, ben voilà, on joue un peu aux apprentis sorciers. On donne des hormones à des femelles, et moi, c'est très limite. Du coup, en aquaponie, nous, on ne veut pas ce stock-là. On ne veut pas du tout de ça. En aquaponie, ce qu'on veut, c'est des souches naturelles où il y a des mâles et des femelles, et c'est ça qui va nous permettre de faire la reproduction, puisqu'en aquaponie, on va pas. Ça existe encore des mâles Bien naturels? sûr, ah oui, les mâles naturels, ben non, très peu justement. C'est difficile à trouver. Puisque en fait, quand vous allez dans votre étal au supermarché, dans 95% des cas, vous allez avoir des femelles, et ces femelles sont issues d'un père qui était en fait une mère. Vous voyez, génétiquement. Ouais. Alors c'est ça qu'on mange aujourd'hui, mais on mange pas l'animal qui a reçu les hormones. Attention, comprenons-nous bien, entendons-nous bien. On ne mange pas ces néomâles. Les néomâles, ils sont uniquement utilisés en aquaculture pour faire la reproduction. Ensuite, ils sont jetés, ils sont envoyés à l'équarrissage. Mais ce qu'on mange, c'est la descendance de ces poissons, si on va dans le supermarché. Par contre, si vous faites vos truites en aquaponie, et que comme moi, vous maîtrisez la reproduction, vous avez une souche 100% naturelle, et les truites que vous allez élever sont 100% naturelles. Il n'y a pas du tout de ce genre d'hormones qui sont utilisées, et puis de petits trafics. Non, il n'y a pas de ça. Tant mieux, parce que ça fait peur. Hein. Ouais, c'est comme... ouais. Ouais. Après, je dois vous avouer que j'ai travaillé dans pas mal de fermes aquacoles, dans pas mal de domaines, aussi en ostréiculture. En ostréiculture, on a le même problème, puisque en fait, en ostréiculture, c'est pas le même problème, mais si vous voulez, en été, les huîtres, je sais pas si vous mangez les huîtres, mais en fait, en été, les huîtres, elles deviennent laiteuses. C'est-à-dire qu'en fait, elles développent du sperme également. Et ça, c'est un problème. Donc, pour éviter ça, on utilise des triploïdes, c'est-à-dire des huîtres qui ont 3 chromosomes de reproduction. Donc, elles sont stériles. Et on fait la même chose aussi pour les truites. Pour les truites qu'on veut faire en grosse taille, les aquaculteurs qui veulent faire de la grosse truite, comme quand on achète de la truite fumée, vous savez, si on achète de la truite fumée, souvent c'est vraiment des gros filets. Ça ressemble vraiment à du saumon. Eh bien, ces truites-là, on ne veut pas qu'elles fassent d'œufs. Parce que la truite, comme je vous disais tout à l'heure, si vous prenez une femelle, elle va avoir une bonne croissance jusqu'à 2 ans. Mais après 2 ans, la croissance, elle va diminuer puisqu'elle va commencer à faire des œufs. Et si vous voulez faire de la grosse truite, ça va prendre plus longtemps. La croissance va diminuer. Alors que si vous avez une truite stérile, eh bien dans ce cas-là, la croissance va continuer, puisqu'elle ne va jamais faire d'ovules. Donc, ce qu'ils font, c'est que pour les truites triploïdes, ils mettent les œufs sous pression, et ça permet d'éviter l'expulsion du globule polaire. Puisque tout à l'heure, on parlait de la reproduction de la truite. Excusez-moi, ça devient un peu technique, mais on parlait de la reproduction de la truite. En fait, on utilise ce qui sort de la truite, c'est pas vraiment un ovule, c'est un ovocyte. Un ovocyte, c'est un ovule qui a encore son globule polaire. Donc en fait, il y a encore 2 chromosomes de la mère qui sont encore dans l'ovocyte. On n'a pas seulement un. Parce que pour avoir un bébé, il faut un chromosome de la mère, un chromosome du père. Mais en fait, dans l'ovocyte, on a encore 2 chromosomes de la mère, un chromosome du père. Donc, si on prend cet œuf qui a 3 chromosomes, normalement, par nature, par évolution, il va expulser un globule polaire, ce qui veut dire qu'il va expulser un chromosome, et du coup, il va se retrouver avec deux chromosomes. Mais si on met cet œuf sous pression, sous grande pression, on parle de 600 bars, des centaines de bars, des centaines de pressions atmosphériques, eh bien, on va réussir à retenir ce globule polaire à l'intérieur de l'œuf, on va le capturer à l'intérieur, et ça va créer une truite triploïde qui sera stérile. Donc ça permet d'avoir des grandes truites. Et la même chose se fait, c'est pas la même technique, mais la même finalité sur les huîtres. Et moi, je parle de ce que je connais, mais après, je pense que dans l'industrie de la viande, il y a également des tas de choses qui sont faites que je ne connais pas, donc je ne vais pas en parler. Et je pense qu'également dans la recherche génétique sur les végétaux, je pense que les végétaux qu'on consomme et qu'on connaît aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qu'ont connus nos ancêtres. Hein. Quand on mange des fraises, le goût, il y a certainement beaucoup de choses qui ont été sélectionnées. Après, sélectionnées de quelle manière, je ne connais pas assez, je ne vais pas m'éteindre. Mais ce que je pense, c'est que ce qui nous choque dans le poisson, puisque c'est ce que je partage, c'est ce que je connais, je pense que ça nous choquerait énormément si on savait ce qui se passe dans d'autres industries, malheureusement.
Oh là là, ça donne pas envie d'acheter le poisson maintenant. Je ne veux plus acheter des poissons. Il faut acheter des tailles normales parce qu'il faut pas acheter des gros poissons parce que c'est déjà... Oui, ben, disons que si on achète les gros poissons, on aura on aura de la triploïde, oui. Mais la taille normale, elle sera quand même très souvent issue d'un père qui était en fait une femelle. Et par rapport au coût d'investissement, parce que au début on dit chez vous c'est sans produits chimiques et avec peu d'argent. Oui. Et c'est-à-dire c'est combien de moins cher, combien de pourcentage moins cher? Voilà. Donc en fait, si on part on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui veut commencer l'aquaponie. Donc notre auditeur, s'il veut acheter un IBC, donc c'est le bac dont je parlais tout à l'heure. Un bac comme ça, on peut l'avoir peut-être pour 50 € ou même peut-être moins. Il faut juste être sûr que c'est food grade, donc ça n'a pas été en contact avec des produits chimiques, mais que c'est avec des produits qui est comestibles. Donc ça, on va dire qu'il y en a pour 50 €. Ensuite, acheter une petite pompe à eau, il y en a peut-être pour la même somme. Et ensuite, quelques tuyaux PVC, peut-être encore une autre cinquantaine ou centaine d'euros. Et puis voilà. Et ensuite, si on souhaite partir sur un système holistique tel que moi j'ai, donc là, ça devient quelque chose d'ornemental. Donc là, effectivement, c'est un peu plus cher puisqu'il faut acheter ce qu'on appelle un liner, c'est-à-dire une bâche en EPDM. C'est une bâche qui va permettre une parfaite étanchéité du bassin, mais qui soit également très résistante, puisque c'est quelque chose qu'on veut faire une fois. Vous voyez, on veut que la bâche, elle dure pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. On veut pas que ce soit une bâche fine qui soit peu chère, mais qui va durer 1 an, puis après on va devoir tout refaire. Ce serait beaucoup de travail pour rien. Et donc là, oui, là il va y avoir un petit investissement, mais on bénéficie là d'un bassin ornemental. Il y a des gens qui font des bassins juste pour le plaisir des yeux. Là, on a un bassin, mais qui nous produit également de l'alimentation et qui produit de l'or noir. Donc l'or noir, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est ce fertilisant qui est gratuit, qui nous permet de stocker de l'eau très riche en nutriments également pour tout notre jardin. Et puis une chose dont j'ai pas parlé, ça nous permet vraiment de reconnecter puisqu'il y a tout un écosystème qui va venir. L'écosystème, c'est pas simplement les poissons, les bactéries et les plantes, c'est également une multitude d'insectes qui vont venir bénéficier de cet écosystème. Donc on va avoir des libellules qui vont commencer à venir, à évoluer autour, à voler autour. On va avoir des grenouilles qui vont venir. On va avoir une multitude d'oiseaux qui vont venir pour faire des bains. Et vous aurez la même chose chez vous en France. Vous aurez tous les oiseaux qui vont venir autour et puis qui vont également se nourrir de ces insectes qu'il peut y avoir autour ou des choses comme ça. Donc on reconnecte avec la nature. Et finalement, moi, la dernière utilisation que j'en ai, c'est que je me baigne dans mon bassin. Je me baigne avec les truites. Et c'est un plaisir pour moi d'aller dedans. Et des fois, je mets même le masque et je la regarde sous l'eau. Bon, c'est pas pour tout le monde, je sais. J'ai des amis qui m'ont dit, mais des amis femmes qui m'ont dit, mais non, moi je me baignerai pas avec les poissons. Mais après, ça c'est chacun qui voit. Mais oui, ça peut être utilisé également comme je vais dire presque comme une piscine, mais pas vraiment comme une piscine. On va pas faire des longueurs dans un petit bassin comme ça. Cela dit, on pourrait si le bassin était plus grand. Donc, de nos jours, je pense que d'avoir une piscine chez soi en France, c'est quelque chose de très culpabilisant puisque ça utilise énormément de ressources, beaucoup d'énergie, de pompe, de filtration, de produits chimiques pour l'entretenir et beaucoup d'évaporation. Alors que là, on a un système qui est bénéfique pour l'environnement, pour la biodiversité, qui produit pour nous, qui produit l'alimentation et qui nous permet d'aller se rafraîchir dedans également. Donc moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. C'est vraiment quelque chose qui est multi-usage. C'est pour ça que je l'ai appelé holistique, mon approche, qui est une approche holistique où on intègre ce système dans notre mode de vie. Et ça rejoint un peu le mode de culture qui est la permaculture. Vous voyez, c'est un concept où on essaye toujours d'avoir plusieurs utilisations à chaque système. Parce qu'en fait, les truites, si vous voulez, elles agissent un peu comme les hommes. Vous voyez, des hommes, vous les mettez dans une ville et ils vont presque pas interagir entre eux, ils vont même pas connaître leurs voisins de palier, ils vont pas les reconnaître. Alors que si vous les mettez dans un village, tout le monde connaît tout le monde et il y aura beaucoup d'interactions. Et malheureusement, la truite, les interactions, quand elle en a, c'est pas des très bonnes interactions, parce que c'est un prédateur. Donc si vous en mettez une cinquantaine ensemble, il va y avoir un effet de groupe. Ils vont pas vraiment se reconnaître et hop, ils vont évoluer ensemble, il y aura pas de problème. Mais si vous diminuez la quantité, si vous avez que 10 poissons, alors là, de sûr, vous en avez une qui va devenir le dominant
et elle va stresser les autres. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Évidemment, on va consommer cette truite, on va la pêcher, on va la manger. Mais un mois plus tard, c'en a une autre qui va devenir dominante. Dès que vous en enlevez une, il y en a une autre qui va prendre sa place et qui va pousser les autres. Donc c'est un peu la limite de grossir des truites, c'est que oui, elles sont extrêmement intéressantes d'un point de vue de la conversion. Il y a une chose que j'ai pas parlé, c'est qu'une truite, ça atteint la taille de consommation en un an. Vous voyez, en un an, même en 9 mois, ça peut atteindre la taille de consommation. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Il y a d'autres espèces, il faut plusieurs années. Il faut 4-5 ans sur certaines espèces. Et tout à l'heure, vous dites, en gros, il faut pas, parce qu'au début, je me souviens, vous dites, il faut pas élever trop de poissons parce que ça crée aussi des stress. Oui. Mais en même temps, il faut pas trop peu non plus. Voilà, ça dépend oui, ça dépend des espèces qu'on élève, mais si on veut élever de la truite, il ne faut pas trop peu non plus, oui. En fait, quand on dit un nombre de poissons, c'est pas vraiment, quand on parle de densité, en fait, c'est un nombre de poissons par volume. Voilà. Alors que quand on dit il en faut pas trop peu, c'est-à-dire qu'il en faut pas 10. Mais vous pouvez avoir 50 truites ou 100 truites, mais tout en ayant une faible densité. Vous pouvez avoir 100 truites, mais si vous avez un grand volume, c'est bon. Vous voyez. Mais en aquaculture, on peut avoir 60 kilos de truites par mètre cube. Vous voyez, 60 kilos de truites par mètre cube, ça fait, si on a des truites portions, ça veut dire qu'on multiplie par 5, puisque une portion, c'est à peu près 200 grammes. Donc, ça fait 300 truites par mètre cube, vous voyez. Donc, ça ferait vraiment beaucoup. On va pas faire ça en aquaponie, non, pas du tout. Moi, je préconise de toujours être en dessous 1 kilo de poisson pour 50 litres de média. Vous voyez, le média, c'est le volume qu'on a dans le bac de culture. Donc c'est vraiment important de rester en dessous ce maximum-là. Mm-hmm. Et tout à l'heure, comme vous dites, en fait, vous donnez des formations gratuites, c'est ça, hein, formations gratuites sur YouTube. Oui. En fait, moi, si vous voulez, j'ai un business où j'offre des formations. Donc, j'ai des formations payantes. Ça, c'est comme ça que je me rémunère. Mais j'ai également des formations gratuites ce sont vraiment des formations très, très légères, mais qui permettent déjà d'avoir des notions. Parce que j'ai pas envie que des gens dépensent de l'argent dans quelque chose et puis après se disent finalement c'est pas pour moi. Oui, j'aime bien que les gens aient déjà une première approche. Donc j'ai beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont complètement libres d'accès et ensuite j'ai une formation gratuite qui va vous donner tous les ratios, les limites qui sont vraiment importantes à respecter si vous voulez commencer en aquaponie. J'aimerais vous nous montrer encore un peu plus dans votre jardin. Là, ouais. On peut voir un exemple de bon équilibre avec la nature. Allez, je vais redébrancher parce que je m'étais branché au réseau, vous voyez, pour brancher la batterie. Mais hop, on repart. Pas de souci. Alors, là, en même temps, comme je marche, je vais vous montrer un petit truc que je trouve sympa que j'ai fait dans mon jardin. Vous voyez, là, on a bon, ça n'a rien à voir, mais là, on a une pergola avec la vigne qui pousse dessus. Et les pieds de vigne qui sont là. Vous voyez, ces pieds de vigne, là, j'utilise l'or noir pour ces pieds de vigne. Et puis, l'or noir et puis l'eau du système aquaponique, ce qui permet d'avoir une vigne très productive. On a des fruits un peu partout. Bon, là, on est encore tôt dans la saison. Mais ce qui est intéressant ici, vous voyez, on a un plant de tomates. Vous voyez, la tomate, elle est là, avec le pied qui est ici. Et c'est pareil, j'utilise l'or noir. Et cette tomate, du fait que je l'ai mise contre un mur qui capte la chaleur durant la journée, il y a le soleil qui va venir taper dessus, eh bien, elle a réussi à passer l'hiver, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une tomate, normalement, les jardiniers savent tous qu'une tomate ne peut pas pousser 2 années au même endroit, puisqu'elles utilisent tellement de nutriments qu'elles vont consommer tous les nutriments qu'il y a autour des racines, et ensuite, elles pourront plus grossir. Sauf que celle-ci, comme je lui donne de l'eau du système aquaponique, il y a toujours des nutriments qui sont ajoutés. Et donc, elle est capable de produire plusieurs années de suite au même endroit sans problème. Et alors là-bas, je vais vous montrer de loin parce que je pense que si je m'approche, ça va s'éteindre à cause du réseau. Mais en fait, ce que vous voyez là derrière, c'est une cabane en torchis. Torchis, vous voyez, le torchis, c'est un mélange de terre et de paille.
Mais cet atelier, je l'ai conçu quand j'ai creusé mon bassin. Puisque en fait, mon bassin, le sol ici est argileux. Et quand j'ai creusé, vous imaginez bien, 5 à 6 mètres cubes, ça fait un gros volume. Ça fait un volume quand même important. Donc, en creusant le bassin, eh bien, j'ai eu beaucoup d'argile. J'ai eu accès à beaucoup d'argile. Alors ici, je vais peut-être vous montrer un peu la reine de l'Amazone. Donc c'est cette plante ici. C'est un espèce de taro, vous voyez, c'est magnifique. Le taro, ça peut se consommer comme de la pomme de terre. Ensuite, je vais vous montrer un peu les plantes que j'ai autour. Alors là, j'ai des plantes qui sont totalement, uniquement ornementales. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez cette plante, ça s'appelle un papyrus. Et ça peut monter très haut. Alors là, je suis juste à côté. Vous voyez, là, c'est ma taille. Moi, je fais 1m85. Et là, au-dessus, là, vous voyez, celui-là, il est presque à 3 mètres. Là, j'ai la main tendue, vous voyez, et il est encore super haut. Ça c'est la magnifique croissance du système aquaponique, puisque toutes ces plantes-là, elles sont sur les ripisylves du système aquaponique. Elles ont donc la chance de pouvoir bénéficier de tous ces nutriments qui sont dans l'eau. Et en fait, il y a cette zone. Alors, attendez, je vais essayer de retourner la caméra. Je suis désolé, hein, il y a beaucoup de mouvements. En fait, là, il y a toute cette zone où il y a des plantes qui sont plantées dans l'eau, en fait, celles-ci. Vous voyez, là, on est vraiment sur de la plante aquatique. On ne pourrait pas planter des brocolis ici, hein. Mais puisque ce sont des plantes qui sont adaptées, qui sont semi-aquatiques, eh bien, elles ont la capacité de pouvoir grossir dans l'eau, et ça crée un environnement qui est très proche de ce qu'on retrouve dans les mangroves, où il y a des plantes qui poussent dans peu d'eau. Et donc les truites qui sont à côté là, elles ne peuvent pas s'aventurer dans cet environnement à l'intérieur entre les plantes. Par contre, les petits poissons, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais des mosquito fish, des poissons moustiques, des gambusia. Eh bien ces petits poissons, ils sont capables d'aller se cacher entre les plantes. Et donc ça leur fait des cachettes, des zones où ils peuvent être à l'abri, ne pas se faire manger par les truites. Donc là, il y a beaucoup de petits poissons qui se reproduisent là-dedans. Et donc du coup, ça permet à l'écosystème de s'équilibrer, puisque les truites ne vont pas manger tous les poissons, tous les petits poissons. Et il y a toujours une certaine quantité qui peut subsister et qui peut survivre là-bas, et du coup ils se reproduisent, et ça produit toujours des nouveaux poissons moustiques, comme on les appelle, et donc toujours une nouvelle alimentation pour les truites. Les truites se font un plaisir de les chasser dès qu'il y en a qui s'aventurent en dehors de la mangrove. Vous voyez? Alors ensuite, je vais essayer de me rapprocher un peu des bacs de culture, enfin du deuxième bac de culture. Je vous en ai présenté un jusqu'à présent. Là, on va aller voir un deuxième. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on voit là? Est-ce que vous voyez un peu mes pieds? Ouais. Alors là, on a un bac de culture, on a un peu de tout qui pousse. Là, on voit... ça, c'était un brocoli. Ça, c'est de l'origan. Toujours de la côte de bête en quantité. Donc là, on est vraiment sur une deuxième zone de culture. Et vous voyez, j'ai toujours ma roche volcanique. Et on voit bien sur celle-ci la porosité un peu qu'il y a. Vous voyez, c'est pas du tout lisse en fait. Cette porosité, elle nous permet vraiment d'avoir une grande quantité de bactéries, beaucoup plus que si c'était simplement des galets lisses, puisque sur des galets lisses, les bactéries pourraient seulement être sur la surface, alors que là, les bactéries peuvent vraiment aller à l'intérieur, vous voyez, dans tous ces interstices. Et ça achète quelque part, ou on peut trouver quelque part? Oui, en fait, en français, oui, vous allez appeler cette roche de la pouzzolane. La pouzzolane. Et ça, vous allez pouvoir le trouver dans tous les magasins dans tous les bons magasins de jardinage. Et le temps d'entretien pour vous, c'est combien de temps que vous devez consacrer? Eh bien, l'entretien, en fait, c'est simplement nourrir les poissons. Alors, moi, je sais pas si on peut appeler ça l'entretien, mais nourrir les poissons et puis collecter les plantes, puisque ça produit des plantes, ça produit des légumes. Mais les légumes, il faut les consommer. Si on les laisse dedans, ils vont rester là, et puis le nitrate, ils vont seulement s'accumuler. À un moment, il y a les nitrates, vous voyez, on nourrit nos poissons tous les jours. Donc on nourrit les poissons, on ajoute
en quelque sorte de l'ammoniac dans le système. Et donc, tous les jours, il faut qu'on consomme ces nitrates pour récolter quelque chose du système. Sinon, les nutriments vont s'accumuler dans le système et au bout d'un moment, c'est trop. C'est trop. Donc, tous les jours, enfin, pas tous les jours, pardon, mais toutes les semaines, on va venir récupérer nos légumes. Et ça, c'est vraiment l'entretien du système. Après, ça dépend du type de pompe que l'on va utiliser, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite pompe hein, dans le système. Je parlais d'une pompe à peu près 40 watts. Cette pompe, il y a différentes qualités. Alors, moi, ce que je conseille, quand on débute, c'est pas la peine d'investir trop d'argent, mais il faut savoir qu'une pompe de faible qualité, une pompe vraiment peu chère, il y aura peut-être plus d'entretien à faire dessus, puisque ça dépend comment elle est conçue. Mais parfois, c'est des pompes où il y a une très faible surface d'aspiration, et s'il y a une feuille qui vient, ça va boucher la pompe. Alors que moi, j'utilise des pompes Oasi, c'est la marque Oasi, c'est des pompes allemandes avec une très large surface d'aspiration, qui fait qu'en fait elles peuvent pas se boucher. Donc il y a pas d'entretien de ce niveau-là, quoi. Bon, une fois tous les 6 mois, ça vaut le coup de l'enlever, de regarder si on peut la nettoyer un peu, mais elle va pas se boucher. Et puis l'intérêt de cette pompe, c'est qu'elle a une consommation d'électricité qui est extrêmement faible par rapport au volume d'eau qu'elle est capable de bouger. Donc c'est vraiment, des fois ça vaut le coup un peu d'investir dans une bonne pompe. Je crois que c'est cette pompe, moi, que j'ai acheté pour ce système-là, qui est un système quand même déjà d'une taille beaucoup plus importante que ce avec quoi on va débuter. Et je crois que je l'ai acheté à 200, 240, 250 dollars. Mhm. Mais est-ce que vous êtes heureux et sans stress dans votre jardin? Ah ben complètement. D'ailleurs, regardez, je vous montre, là, bon, c'est la table, mais vous voyez, là j'ai mon jardin et là j'ai mon hamac. Vous voyez? Et mon hamac, c'est ma station de travail. Je travaille beaucoup depuis ce hamac. Vous voyez? Depuis le hamac, je peux nourrir les poissons. Et je peux vous dire que quand je suis sur le hamac, je suis très heureux, oui. Et ben, du coup, avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les gens enfin, modernes, dans la société moderne, souvent très stressés et aussi un peu déprimés? Ouais, oh, bah merci pour cette question, elle est intéressante. Je m'y attendais pas du tout. Eh ben, ouais, ben moi, je pense que la solution, moi, je suis quelqu'un de très anxieux par rapport au futur, par rapport, ben oui, par rapport à l'avenir de ce qu'on fait de la planète, quoi, hein, et puis des impacts qu'on a dessus. Et parfois, ça me ronge, mais ça m'empêche de dormir, ça me stresse énormément. Mais justement, c'est dans ces cas-là que j'aime reconnecter avec la nature. Que ce soit venir ici, ou bien moi j'ai la chance d'être proche de la mer, donc aller marcher au bord de la mer, ou même aller marcher dans une forêt, dans les bois ou dans un parc. Excusez-moi, on a une petite visite d'un hélicoptère. Excusez-moi. Il va passer, ça va durer juste 10 secondes. Voilà. Donc oui, moi je pense que reconnecter avec la nature, c'est vraiment une solution extrêmement efficace pour s'apaiser et pour relativiser tous les problèmes qu'on a, peu importe ce que c'est. Vous voyez, des fois on regarde la nature et puis dans la nature il y a tout, il y a on peut le qualifier de bon et de mauvais, mais finalement je crois que c'est plus fort que ça. Mais si on regarde la nature, des fois on va s'extasier devant un lapin, on trouve ça magnifique, ou bien on va voir un petit insecte, on va le trouver super joli, et puis la seconde après il y a une grenouille qui va le manger, ou bien il y a un renard qui va attraper le lapin. Et pourtant, c'est beau quand même. Même le geste de prédation est beau. Je veux dire, c'est le cycle de la vie. Donc parfois, il y a des choses qui nous arrivent. Eh bien, c'est pas toujours agréable quand ça arrive, mais ça fait partie de la vie en fait. Il y a des hauts et des bas. Et puis, je trouve que la nature, elle nous remet à notre place en fait. On est tout petit, on n'est rien, et puis on fait partie d'un système énorme. Et on peut pas tout contrôler. Il faut savoir lâcher prise des fois. Et ouais, je trouve que la nature, elle nous apaise beaucoup sur ce côté-là. Donc c'est très beau. Ben, merci beaucoup, Jonathan. merci à vous, Ying. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un plaisir énorme de pouvoir échanger avec vous.